Il y a de cela peu de temps, je suis passé 2 ou 3 fois en ville devant une affiche qui annonçait la sortie prochaine dans les salles de cinéma, et uniquement dans les salles d'ailleurs, d'une énième version de Dracula, réalisée cette fois-ci par Luc Besson. Alors, je rentre chez moi, je me documente un petit peu, je retrouve une interview de lui sur une grande radio nationale. Et je regarde aussi la bande-annonce sur YouTube. La bande-annonce me fait évidemment beaucoup penser au Dracula de Francis Ford Coppola, sorti en 94. Et j'entends donc, après avoir vu la bande-annonce, je reviens à l'interview. Et j'entends donc Monsieur Luc Besson qui nous dit que oui, effectivement, son personnage de Dracula euh, est un, est un amoureux éperdu. Bon, ça, on l'avait déjà vu dans le film de Coppola, hein. Extrêmement romantique, qui est devenu une créature de la nuit parce que il a tourné le dos à l'église pour laquelle il se battait en tant que prince local, hein, en tant que seigneur de ses terres, en tant que chef de guerre, chef d'une armée, euh, au Moyen Âge, hein. Euh, il revient et trouve sa femme assassinée. Donc personne n'a pris soin de son épouse, alors que, ou peut-être s'est-elle suicidée d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, je ne sais plus. De toute façon, donc, tout ça, ça n'est pas dans le roman, hein, c'est dans le film de Coppola, et donc dans celui de Luc Besson. On comprend bien qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'il a reprises de Coppola. Bon, pourquoi pas? Moi, j'ai rien contre ça. Ça ne va pas être mon propos dans cette vidéo que j'ai décidé de faire pour vous. Donc Dracula tourne le dos à l'église dans ces deux films. Et donc, comme il parjure l'église, euh, sa sanction est de devenir une créature de la nuit qui ne va jamais trouver la paix, qui est condamné à errer pour l'éternité. Et donc, il devient un vampire. Et donc, dans ces deux films, on comprend que Dracula va, quand il va reconnaître en Mina Harker, euh, la fiancée de Jonathan, il va, il va reconnaître en elle la femme qu'il a aimée plusieurs siècles avant. Il va la courtiser comme un gentleman, danser avec elle aux chandelles, l'amener au théâtre. Ça, on le voit dans le film de Coppola. Je ne sais pas si on le verra dans le film de Luc Besson, puisque je n'ai quand même vu que la bande-annonce. Euh, et voilà. Une fois donc qu'il est arrivé à Londres. Alors dans le film de Luc Besson, c'est à Paris, hein, qu'il va essayer de trouver un nouveau souffle, ce personnage, hein. Il part de Transylvanie, il va à Paris. Bon, Coppola avait quand même respecté cela, c'est que dans le roman initial, Dracula part à Londres. J'aurai l'occasion de vous expliquer pourquoi il y a une différence, hein, à mon avis, entre le symbolisme de Londres et celui de Paris, hein, au XIXe siècle. Bon, tout ça, c'est dans les films, voilà. Et donc, on n'oublie pas dans le film de Coppola que Dracula est une créature monstrueuse. Coppola a quand même la bonne idée, et là il respecte le roman initial de Bram Stoker. Dracula a la bonne idée de montrer qu'il n'a tellement pas de scrupules, il est tellement devenu un monstre quand il est encore en Transylvanie dans son château, pour calmer un peu ces femmes vampires qui commencent à être affamées et qui sont à sa merci, qui dorment également dans le château. Elle commence à être insatiable, elle s'en prennent à son invité, donc qui est Jonathan, et lui il ne veut pas. Et pour un petit peu les rassasier, les calmer, il leur jette en pâture un bébé vivant
que ces bohémiens qui sont à sa solde, qui ne sont pas des vampires, mais qu'il qu'il contrôle complètement, viennent de kidnapper pour lui dans un village. Bon, comme héros romantique, tu repasseras, hein. Bon, en tout cas, euh, le film de Luc Besson semble confirmer euh, cette tendance vraiment que Coppola avait initiée de nous montrer vraiment Dracula comme un personnage extrêmement romantique. Euh, et, et cela gomme un peu ou atténue le côté monstrueux du personnage. Alors moi, j'ai rien contre tout ça. Euh, Dracula, le roman, hein, par lequel quand même tout a commencé, hein, qui est paru à la fin du 19e siècle, hein, j'ai plus la date exacte, je me demande si c'est pas 1890. Bon, c'est vérifiable, mais ça exactement, mais bon, voilà, on est à peu près là, donc en pleine Angleterre victorienne. Et Bram Stoker, qui est alors un écrivain irlandais, à l'âme quand même assez tourmentée, et il mourra d'ailleurs dans des conditions assez mystérieuses, sans enfant, hein, c'est pour ça que sa femme sera la seule héritière au niveau des droits d'auteur, et que donc n'ayant pas de descendance, lorsque son épouse décède à son tour, après quelque temps, l'œuvre tombe donc dans le domaine public et à l'heure actuelle, donc, chacun peut en faire un peu ce qu'il veut sans avoir à payer de droits d'auteur. Bon, ce qui, évidemment, moi, ne me gêne pas non plus. Alors donc, Bram Stoker décide d'écrire son roman d'une façon très particulière. Il a déjà l'idée de raconter une histoire de vampire, car le fantastique, le gothique, est à cette époque-là à la mode, un peu en Europe en général, mais en Grande-Bretagne en particulier. Les Britanniques sont quand même les grands maîtres dans ce genre au niveau de la littérature, hein. Il y a trois grands classiques de la littérature fantastique, peut-être les trois plus grands romans ou personnages de la littérature fantastique et d'horreur, sont tous les trois nés en Grande-Bretagne, hein. Sous la plume de Bram Stoker, c'est Dracula. Sous la plume de Mary Shelley, c'est Frankenstein. Et sous la plume de Robert Louis Stevenson, un Irlandais lui aussi, ça sera Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Alors, donc, comme le fantastique est à la mode et que déjà Bram Stoker est quelqu'un d'un peu tourmenté, il a une histoire de vampire en tête et il apprend par un ami l'histoire d'un prince roumain qui a véritablement existé au Moyen Âge, Vlad l'Empaleur, Dracul, donc surnommé Dracul. Euh, Si ma mémoire est bonne, ça veut dire de l'ordre du dragon. Et donc, c'est effectivement un prince qui a régné sur une partie de la Transylvanie au cours du Moyen Âge et à la Renaissance, et qui avait la fâcheuse habitude d'empaler ses ennemis quand il les battait à la guerre. Et il les battait souvent. Donc c'était quelqu'un de cruel avec ses ennemis. Évidemment, ce vrai Dracula qui a existé n'avait rien d'une créature surnaturelle, n'était pas un vampire, hein. C'était juste un souverain extrêmement violent, hein, quand il partait en guerre, avait un tempérament haut en couleur, féroce, et donc Bram Stoker a trouvé que le nom de ce prince sanguinaire serait très bien adapté au nom de son personnage fictif de vampire. Et c'est pour ça qu'il a appelé son personnage de roman le comte Dracula. Euh, donc, je pense que si ma mémoire est bonne, oui, dans le roman, le personnage du comte Dracula raconte à Jonathan Harker
quand celui-ci vient chez lui pour lui vendre des maisons à Londres. Hein. Jonathan Harker est un employé immobilier de Londres et son patron d'agence immobilière l'envoie euh, en Transylvanie au château de Dracula pour pour lui montrer donc des plans, des photos, je ne sais quoi, de propriétés à Londres, car Dracula a émis par écrit le désir de trouver une demeure à Londres. Voilà, pour, comment dire, trouver du sang neuf. Bon, ouais, blague un peu facile, mais c'est pas parce qu'elles sont faciles qu'il faut pas les faire. Et donc, oui, effectivement, Dracula raconte un peu à Jonathan qu'il a été un guerrier valeureux, etc. Donc, tout ça dans les films, aussi bien de Coppola et de Besson, puisque ça, on l'a vu dans la bande-annonce, donc sans avoir vu le film de Besson, je sais qu'il en est fait mention aussi. C'est pas mensonger du tout, hein, dans ces deux films, de montrer que Dracula était un prince sanguinaire qui s'est battu, alors qu'il s'est battu pour sa terre, hein, pour son peuple, avec ses hommes. Mais en tout cas, il n'est pas fait mention dans le roman, mais alors absolument pas. Dracula ne fait absolument pas mention de cet amour perdu, cette femme qui est morte, et voilà, ça a détruit sa vie à lui, et il a renié l'Église. Absolument pas. Hein. Euh, alors déjà, une chose, le roman Dracula est un roman épistolaire ou apparenté. Alors c'est-à-dire que c'est un roman euh, dont chaque chapitre, c'est l'extrait d'un journal intime de quelqu'un ou un extrait de journaux, de presse de l'époque qui raconte un épisode de cette histoire. Par exemple, euh, quand des hommes disparaissent, perdent la vie mystérieusement à bord du bateau qui va de Transylvanie en Angleterre, enfin de Roumanie en Angleterre du moins. Euh, nous comprenons bien que c'est Dracula qui est à l'origine de ces morts, mais ça n'est pas mentionné tel quel dans le roman, puisque c'est un extrait de journal, hein, de la presse locale, daté du jour de l'incident ou du lendemain, qui dit dans notre port, cette nuit s'est passé tel événement tragique, on ignore les raisons, etc., de ces morts. Voilà, tout le roman est comme ça. Enfin, des extraits de presse, il n'y en a pas énormément. Mais voilà, un coup, ça va être l'extrait du journal intime de Jonathan Harker, qui est le premier vrai personnage de l'histoire qui apparaît dans le roman et qui rencontre Dracula et qui nous raconte sa rencontre par le biais de son journal intime. Une autre fois, bien plus tard dans l'histoire, ça sera un extrait du journal intime du professeur Van Helsing, cet universitaire hollandais qui va faire un enjeu personnel, la destruction du monstre, et qui a le savoir, puisque justement il s'intéresse aux sciences occultes et il n'a pas l'esprit obtus. Et il va entraîner avec lui une bande de petits jeunes qui a souffert des agissements de Dracula à Londres et qui sont prêts à aller avec lui jusqu'au bout pour détruire le monstre. Ben, des fois, c'est lui, le professeur Van Helsing, qui va nous livrer un extrait de ce journal intime. Et ainsi de suite. Ce qui fait que l'histoire ne nous est jamais racontée par quelqu'un qui sait tout, qui sonde les esprits, qui voit tout en même temps. Non, ça n'est pas du tout cela. Alors, il y a, je crois, il y a, non, je crois pas même, je le sais, il y a un roman en France complètement différent, hein, qui n'a rien d'un roman d'épouvante, qui est très célèbre hein, et qui a été écrit sur le même principe. Ce sont les liaisons dangereuses de Coderlo de Laclos. Donc voilà, c'est toujours une voix précise qui parle au lecteur et dont le point de vue est limité. Hein.
puisqu'on n'a pas affaire à ce, comme on dit en narratologie, un narrateur omniscient, quelqu'un qui sait tout, qui voit tout. Du coup, le grand passé romantique de Dracula, etc., etc., que Francis Ford Coppola et Luc Besson nous ont vendu ou nous vendent maintenant, ben, c'est pas quelque chose que Jonathan Harker peut deviner dans le roman, puisque ben, ils n'ont pas le temps de se parler à ce point-là avec Dracula. Dans le roman, cette technique justement de narration permet d'aller vite. Il y a des descriptions. On décrit les attitudes des gens qu'on a en face, leurs vêtements, les lieux. Évidemment, il y a de la description. On prend le temps de décrire ce qu'on voit, etc. et ce qu'on ressent. Mais voilà, on ne sonde pas l'esprit de l'autre. Et donc ça va vite. On passe rapidement d'une séquence à une autre. Et donc, dès le début, la relation entre Dracula et Jonathan, elle apparaît comme binaire. Et Jonathan va finir par comprendre, à cause d'un certain nombre d'incidents, qu'il est à la merci d'une créature surnaturelle. Alors lui, il ne sait pas ce que c'est qu'un vampire. Il ne l'a pas appris ou il n'y croit pas. Mais voilà, il va vivre des expériences très fortes avec les femmes vampires de Dracula également. Donc ils vont le soumettre à la tentation. Et il va arriver à s'en sortir alors que Dracula est déjà parti et croit que le sort de Jonathan est réglé par ses... et qu'il va pouvoir le garder prisonnier en son absence. Jonathan arrive en fait à s'enfuir en sautant d'une fenêtre alors que Dracula n'est plus là, il est déjà en voyage pour l'Angleterre. Et Jonathan va avoir beaucoup de mal à s'en remettre, il va devoir errer dans les forêts de Transylvanie avant d'être récupéré dans un couvent où les nonnes vont le remettre sur pied. Il va peu à peu retrouver la mémoire, il va pouvoir retrouver Mina, l'amour de sa vie. Donc si vous voulez vraiment voir dans le roman un amour romantique, c'est là qu'il est, et pas ailleurs. C'est le grand amour entre Jonathan et Mina. Et Jonathan qui sait sa femme menacée parce qu'il a vu comme Dracula lorgnait sur la photo et qu'il est tombé sous le charme de Mina, ça c'est quand même un peu vrai. Mais voilà, on ne sait pas s'il lui rappelle une soi-disant femme qu'il aurait eue dans une vie antérieure. Non, il n'a jamais fait mention de tout ça et tout ce côté romantique. Bon, j'insiste un peu lourdement. Mais c'est vrai que Dracula est tombé sous le charme de la photo de Mina et Jonathan est inquiet pour sa femme. Il a vu le regard de Dracula. Et puis, surtout, ben, il fait tout pour s'en sortir, pour revenir en Angleterre. Donc le personnage héroïque, je trouve que c'est plutôt lui, avec d'autres, avec le professeur Van Helsing. C'est certainement pas le comte qui dans le roman est un personnage unidimensionnel, c'est-à-dire c'est le méchant. Voilà, on n'a aucune sympathie pour lui. Alors que si, quand je regarde le film de Coppola, bon, moi personnellement, je ne ressens aucune sympathie pour le personnage de Dracula dans le film de Coppola non plus. Mais peut-être suis-je trop influencé par la connaissance du roman et des films qui lui ont été plus fidèles que j'avais vus avant. Donc pour moi, Dracula ne pouvait pas être un personnage positif. Mais il a des côtés attachants qu'on peut comprendre dans le film de Coppola. En tout cas, euh, il n'est pas unidimensionnel dans ces films-là, c'est sûr. Euh, dans le roman, oui, c'est le monstre et puis c'est tout. Il y a le bien et le mal. Bon, le livre a été écrit au 19e siècle. Les gens avaient une idée du bien et du mal et il n'y avait pas le gris au milieu. Ces notions-là ont évolué au fil des siècles, au fil des années, des cultures, des civilisations, des époques, etc. Là où Coppola et apparemment Besson n'ont pas menti, c'est qu'effectivement Dracula va donner à Mina, la femme de Jonathan, puisqu'il a pu l'épouser. Au départ, c'est sa fiancée quand il va en Transylvanie, et puis quand il revient,
il parvient à revenir en Angleterre, il l'épouse. Et il est vrai que Dracula va donner à Mina une place à part qu'il n'a pas donnée aux autres femmes de l'histoire, hein. Les femmes qu'il a transformées en vampires tout simplement par le rituel entre guillemets de la morsure. Avec Mina, il procède différemment parce que effectivement, dans comment dire la mythologie du vampire, en- je sais peut-être Bram Stoker qui l'a inventé dans son roman d'ailleurs, hein, le fait que le vampire euh, se fait saigner et fait boire un peu de son propre sang à lui à, à la femme qu'il a choisie est une façon, plutôt que de la mordre directement, est une façon de se l'approprier comme euh, sa conquête, sa partenaire, et non pas une victime de plus. Donc là-dessus, on peut dire que Coppola et apparemment donc Besson, toujours pareil, je mets des guillemets, n'ont pas exagéré. C'est vrai que Mina a un statut particulier aux yeux de Dracula et que donc Jonathan a de bonnes raisons pour avoir peur de la perdre. Mais donc encore une fois, il n'est pas fait mention dans le roman que cette attraction de Dracula envers Mina viendrait de siècles passés, d'une femme qui se serait tuée, etc. Voilà. On lui invente quand même un passé à ce personnage de Dracula dans le film de Coppola et de Besson qui ne sont pas dans le roman. Donc voilà, qu'est-ce qui me gêne en fait dans cela? C'est pas ces changements justement en eux-mêmes. Je dois dire que le film de Coppola, je l'ai bien aimé, alors que pour moi, il était évident qu'il s'éloignait beaucoup au niveau du personnage de Dracula, du roman initial dont il prétend pourtant s'inspirer. Il y a des choses qui ne me semblent pas du tout infidèles, il y en a même plein. Il y a par exemple le personnage de Van Helsing qui pour moi sauve beaucoup le film, hein. Bon, il y a aussi l'esthétique, etc. Film à gros budget, le talent de réalisateur de Coppola, de bons acteurs dans l'ensemble, hein. Mais bon, un Anthony Hopkins dans le rôle du professeur Van Helsing, où là par contre j'ai adhéré complètement, hein. Fabuleux, il habite le rôle et bon, même dans ce film où on veut nous présenter un Dracula moins antipathique, avec un professeur Van Helsing joué ainsi par Anthony Hopkins, pour moi le héros du film c'est quand même lui. Avec un personnage aussi truculent, aussi intelligent, aussi humain et courageux, etc., érudit, qui se met bon vivant et qui se met en quête de ce monstre pour le détruire. Pour moi, le héros du film, c'est lui. Ça n'est pas son ennemi. Mais bon, en tout cas, voilà, le Van Helsing, les décors, etc. Il y a beaucoup de choses quand même dans le film de Coppola qui sont fidèles au roman de Bram Stoker. Et je suis persuadé qu'il y aura des choses dans le film de Luc Besson qui lui seront fidèles aussi, hein. Simplement, alors ce qui me gêne il y a quelque chose qui me gêne chez Besson, sans avoir vu son film, donc vous verrez que je ne suis pas du tout le genre de personne qui parle d'un film sans l'avoir vu. Ça serait grotesque et ça serait vraiment tendre le bâton pour me faire battre. Mais bon, il y a quelque chose qui me dérange chez Besson en interview par rapport à son film, et quelque chose qui me dérange dans le film de Coppola. Je commence par Coppola, c'est que Coppola, alors soi-disant, je ne sais pas, pour des raisons légales ou administratives ou des raisons de droit d'auteur ou je ne sais pas, il a quand même eu le toupet, je trouve, d'appeler son film Bram Stoker's Dracula en 94, donc, comme pour nous dire, bon, ça y est, tous les films que vous avez vus avant qui racontent l'histoire de Dracula, si vous aimiez les films d'épouvante, bon, ils n'étaient pas fidèles au roman de Bram Stoker. Moi, le bien, il va l'être, et je l'annonce dans mon titre, puisque mon film ne s'appelle pas Dracula, il s'appelle Bram Stoker's Dracula. Alors, je le trouve quand même un peu gonflé, puisque il nous dit que son film, c'est le film vraiment qui s'inspire véritablement du roman, et jusqu'à sa sortie en 94, c'est
après sa sortie en 94, c'était le film qui avait le plus transformé le personnage de Dracula. Je ne parle pas du roman Dracula, je parle du personnage. Le personnage de Dracula, il en a vraiment fait ce héros romantique, etc. Dans les autres films qui étaient des petits films de série B, des films d'épouvante, qui n'étaient pas du tout destinés comme ça au grand public, de la même manière, qui n'étaient pas destinés au marché mainstream. Voilà, c'était des films de fin de soirée, des films d'épouvante. Beaucoup britanniques d'ailleurs, hein, avec Christopher Lee notamment, ben c'était des films d'épouvante avec des très petits budgets. Et là, bon, gros budget, etc. Mais euh, les autres petits films donc, qui avaient précédé dans les décennies, qui étaient sortis dans les décennies précédentes, le personnage de Dracula était beaucoup plus fidèle à celui du roman, c'est-à-dire c'était un monstre. Alors l'acteur qui l'incarnait le plus de fois, y compris dans des navets absolument insupportables, où vraiment on lui a fait faire n'importe quoi, vraiment des films alimentaires. Bon, mais l'acteur donc il a joué le plus, c'était Sir Christopher Lee. Euh, et voilà, cette froideur, cette rigidité, ce côté cruel qu'il savait incarner à l'écran, euh, vraiment était crédible. Si on avait lu le roman, euh, dans les attitudes, etc., on se disait, ben, ils l'ont bien choisi. Et donc, ben, Coppola arrive et transforme complètement le personnage. Et donc, voilà ce qui me gêne, hein, encore une fois, c'est qu'il a quand même le culot de nous dire, même si encore une fois j'ai bien aimé le film pour ce qu'il était, c'est-à-dire une œuvre personnelle, hein. Coppola, c'est un grand réalisateur. Moi, j'ai beaucoup aimé Le Parrain, alors que j'ai horreur des films de gangsters normalement. Et la mafia, c'est vraiment un truc qui m'intéresse pas du tout, qui me fascine pas du tout. Mais donc, j'ai aimé malgré tout Le Parrain parce que au niveau cinématographique, c'est un chef-d'œuvre, je trouve. Et je sais que nous sommes des millions à penser la même chose. Donc Coppola, c'est certainement un génie du cinéma. Donc il a fait une œuvre très personnelle et ce film, je l'apprécie à ce titre. Mais c'est un escroc quand il nous dit que son Dracula, c'est celui de Bram Stoker, du roman initial. Au contraire. Et ce qui me gêne chez Luc Besson, c'est que Luc Besson va un cran plus loin. On voit bien dans la bande-annonce qu'il s'est inspiré énormément de Coppola. Peut-être même certains iront jusqu'à dire c'est un plagiat, mais moi, comme je n'ai pas vu le film, je ne vais pas me permettre. Mais enfin, en tout cas, ça m'a fait une drôle d'impression quand j'ai vu la bande-annonce, hein. Ça m'a rappelé vraiment celui de Coppola. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ressenti la même chose. Et alors lui, il dit en interview, et c'est là où je me suis quand même un peu étranglé, il nous dit, mais oui, mais moi, j'ai fait le Dracula tel qu'il est décrit dans le roman initial, c'est-à-dire un personnage romantique, éperdument amoureux. Le Dracula du roman, c'est une grande histoire d'amour. Alors là, je me suis dit, en fait, il nous parle du film de Coppola et nous le fait passer pour le roman. Donc ça veut dire que le roman, il ne l'a pas lu pour raconter des sottises pareilles. Coppola, je suis persuadé qu'il a lu le roman et qu'il a dit oui, mais moi j'ai envie de faire autre chose. S'il avait appelé son film Dracula et pas Bram Stoker's Dracula, ça ne m'aurait pas tant gêné d'ailleurs. Mais Luc Besson, il est quand même assez rigolo dans son genre, hein. Il nous dit donc, oui, il a lu le roman et donc c'est une grande histoire d'amour trahi, d'amour romantique, et voilà, il retrouve l'amour de sa vie une deuxième fois, et voilà, c'est pas du tout de l'épouvante ou de l'horreur, Dracula. Oui, il y en a un peu, mais non, non. À l'origine, le roman Dracula n'a été écrit que pour ça, hein, pour faire peur. Parce que le roman d'épouvante était très en vogue, hein, comme je l'ai dit précédemment, avec Frankenstein, même s'il y a des thématiques qui sont posées dans ces romans, hein. Dans Frankenstein, ce docteur qui perd la boule, qui se prend pour le maître, qu'il peut tout se permettre et qui se prend pour un dieu, qui donne vie
à un nouvel être, à une nouvelle créature, en croyant que ça sera un homme, et puis en fait c'est un monstre. Bon, il y a des thématiques intéressantes. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, alors là c'est quelque chose qui me fascine, c'est le bien et le mal en une seule personne. Voilà, notre côté clair et notre côté obscur. Voilà, donc évidemment qu'il y a des thématiques qui donnent à réfléchir, qui vont puiser peut-être dans la psychanalyse, mais bon, en tout cas, quand même, à la base, ce sont des romans pour faire peur, parce que à l'époque, le peuple aimait se divertir, entre autres, en se faisant peur. Donc c'est un roman d'épouvante. Donc dire que le roman Dracula n'est pas un roman d'épouvante, c'est une première ânerie. Et donc ensuite dire que non, à la place, c'est bel et bien un roman d'amour, ben, c'est une double ânerie. Donc Luc Besson n'a pas lu le livre. Donc encore une fois, euh, que ces gens s'écartent du roman, ils ont le droit. C'est tombé dans le domaine public, hein. Le personnage de Dracula a été parodié, utilisé dans des publicités rigolotes, enfin pff, des films comiques, enfin des milliers de fois. Mais on ne dit pas qu'on est fidèle au roman et on ne parle pas du roman en disant le contraire de ce qu'il y a dedans, quoi. On ne dit pas dans le roman il y a ça alors que c'est le contraire. Euh, donc voilà, ça me gêne un peu. Il y a évidemment des choses beaucoup plus graves dans la vie, hein, mais bon, moi, euh, je parle de choses, voilà, on n'est pas dans la politique, etc. Mais il y a juste une petite chose qui me turlupine quand même, c'est que, euh, en fait, je pense qu'à chaque fois que un, un grand réalisateur, je vais dire quand même que Luc Besson en est un, hein, même si moi je n'aime que très peu de films que lui, hein. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé Le Grand Bleu quand j'étais ado. J'aime beaucoup Léon. Euh, bon, Subway a ses mérites, c'est une histoire originale, mais bon, j'ai pas accroché plus que ça, mais c'est sympathique. Bon, et c'est tout, hein. Nikita, j'ai l'impression que c'était la demoiselle de Léon qui avait grandi, donc je vois pas l'intérêt, mais le cinquième élément qui a quand même montré qu'il pouvait s'imposer à Hollywood aussi, bon, quand même, il a du mérite. Euh, donc, je vais quand même dire que c'est un grand réalisateur. Et bon, Coppola, bon, je le dis d'autant plus volontiers. Donc, c'est tout à fait légitime qu'ils aient envie de faire une œuvre personnelle et de s'écarter de choses qui ont été écrites il y a, euh, j'ai pas envie de dire de bêtises, 130 ans, 135 ans. Mais alors, on ne ment pas. On ne dit pas qu'on a respecté le roman à la lettre. C'est pas vrai. Et donc, je reviens à ce qui me turlupine, c'est que chaque fois qu'un de ces grands maîtres du cinéma remet au goût du jour le personnage de Dracula, décennie après décennie, je pense que une des conséquences, c'est d'attirer un public de jeunes qui peut-être sinon ne se serait pas intéressé à un personnage de fiction qui appartient à d'autres époques. Ils ont les leurs, ils ont les Avengers, les Marvel et compagnie, leurs personnages de séries télévisées, les mangas, etc. Mais bon, voilà, le fait que... Je pense que quand même le film, bon, j'imagine que Luc Besson a envie de toucher le public le plus large possible, mais je pense qu'il est quand même très intéressé par un public de jeunes, hein, depuis longtemps d'ailleurs, je crois, hein. Depuis peut-être aussi le succès des taxis, etc. Et si vous voulez que qu'un public de jeunes qui ne connaissait pas bien cette œuvre, qui ne connaissait pas bien les personnages, puisse commencer à ajouter du glamour, parce que ça lui est présenté comme ça, à un personnage aussi monstrueux, aussi cruel, qui tue, qui détruit des vies, euh, qui se comporte de façon aussi ignoble, un personnage qui a été écrit et conçu comme le mal absolu, l'incarnation du mal. Euh, j'ai peur que ça les trouble un peu et que
je trouve que parfois, il ne faut pas forcément mettre du glamour là où il n'y a pas de raison d'en mettre. Dracula, c'est une œuvre extrêmement intéressante car moi, plus je vieillis et plus je suis fasciné par le côté intéressant des personnages positifs qui luttent contre le monstre. Bon, le professeur Van Helsing en tête. J'ai d'ailleurs eu la chance de jouer le rôle du professeur Van Helsing dans une pièce de théâtre que j'ai montée en anglais avec des jeunes lycéens. Voilà, dans le cadre d'un projet que j'ai monté qui était à côté des cours, quoi, un petit peu en marge des cours, histoire de faire une activité culturelle. Voilà, on avait monté une adaptation de Dracula et j'avais eu le plaisir de jouer un professeur Van Helsing qui, je dois dire que j'ai beaucoup puisé du côté de Anthony Hopkins pour ma prestation. J'ai essayé de me laisser influencer par son côté bon vivant et chaleureux envers ces jeunes gens. Dont il comprend qu'ils sont dans une situation très grave s'ils ne les aident pas, et qu'ils sont menacés par ce monstre. Et donc, Dracula en tant que roman est une œuvre extrêmement équilibrée de ce point de vue, hein, dans ce combat entre le bien et le mal. Euh, le personnage du monstre est charismatique parce qu'extrêmement puissant, il a des pouvoirs extrêmement surhumains, mais il n'est jamais montré comme quelqu'un de sympathique dont on peut comprendre euh, les, les actes monstrueux. C'est très très en vogue dans notre époque, hein. J'ai l'impression de toujours essayer de trouver des circonstances atténuantes aux crimes les plus monstrueux, de toujours chercher des raisons dans l'enfance, etc., qui font que bon, ben, c'est pas de sa faute. Il a tué, mais c'est pas de sa faute. Il a violé, il a étranglé, ben, c'est pas de sa faute, etc. Bon. Il faut comprendre. Il s'est passé ça et ça avant. Alors comprendre, ça a été le rôle des psychiatres depuis toujours, hein, pour déterminer, enfin depuis toujours non d'ailleurs, mais je veux dire depuis longtemps, on a des psychiatres dans nos sociétés qui sont là pour dire euh, quel est le meilleur endroit où placer les individus qui ont commis des crimes graves. Et donc effectivement, ces psychiatres s'intéressent, c'est leur métier, c'est normal, à tout un passé, tout un vécu, etc. Mais c'est pas pour ça qu'on va nous rendre un criminel, un multi, un meurtrier multirécidiviste, un pédophile. Un- Ah, bon, cette vidéo n'aura jamais beaucoup de succès, donc c'est pas grave, mais je crois que je viens de prononcer un mot qui empêcherait toute monétisation. Bon, voilà. Quand on veut être franc dans la vie, hein, on finit toujours par prononcer des mots qui dérangent. Bref, on ne cherche pas à nous les rendre sympathiques, hein. On cherche à les comprendre pour savoir si leur place est en prison ou ailleurs, dans une structure où on prend en compte leurs souffrances tout en mettant la société à l'abri. On essaie de réunir ces deux objectifs. Mais en tout cas, on n'essayait pas de nous rendre les criminels sympathiques ou d'atténuer, minimiser leurs crimes aux yeux du grand public. Là, je trouve qu'au fil des dernières années, ce phénomène-là est en train de s'accélérer. Et donc, je trouve que de ce point de vue, euh, inventer un passé à un personnage de fiction qui pourrait nous le rendre de plus en plus sympathique au fil des films qui sont faits sur lui, finalement, alors qu'au départ, c'est une créature monstrueuse qui a terrorisé des générations de spectateurs. Je trouve que le moment est pas forcément extrêmement bien choisi. Après, effectivement, je fais partie des gens et je comprends un autre grand réalisateur, Quentin Tarantino, quand il dit, bon, j'en ai marre qu'on on me dise que ma violence dans les films provoque la violence dans la vraie vie. Je suis d'accord qu'un esprit équilibré doit pouvoir différencier ce qui se passe dans la fiction
et ce qui se passe dans la vraie vie. Et je crois aussi effectivement que les gens qui ont envie de commettre des actes criminels n'ont pas besoin des films pour les inspirer, hein. Ils trouveront certainement leur motivation ailleurs. Donc je ne veux pas non plus multiplier les procès d'intention. Et voilà, j'en resterai donc à ce qui a été le fil conducteur de ma petite diatribe. Laisser Bram Stoker dans sa tombe, parce que bon, lui, c'est pas un vampire, il va pas se réveiller. Sa femme aussi, puisqu'elle était l'héritière de ses droits. Arrêtez de dire que vous respectez son roman à la lettre tellement vous l'avez lu, parce que ça n'est pas vrai. Et voilà, après, bâtissez ce que vous voulez, faites les œuvres que vous voulez, au contraire, hein. Il faut que nous ayons des cinéastes, des acteurs et tous les techniciens qui sont autour le plus longtemps possible, hein, et qu'on garde un cinéma, qu'on garde de la même manière que il faut que nous gardions des musiciens, des chanteurs, des chanteuses. Voilà, il faut que la culture continue à vivre et que la créativité continue à s'exprimer. Euh, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit à tous et à toutes.